Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Par devant notaire, un film radiophonique de Guy Rotter, avec Marcel André, Evelyne Selena, André Tincy, Pierre Delbon, André Burgère, Jean Bollot, Yves Arcanel, Pierre Constant et Georges Chamara de la Comédie Française. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Rejean. Chef opérateur du son, Jean Delaurent. Collaboration technique, Geneviève Laurent. Assistante, Marie Bouillou. Réalisation, Pierre Billard. Êtes-vous bien certain, maître Roudic, du montant de cette somme? Sans erreur possible, monsieur le commissaire. Nous pouvons donc la retenir? Absolument. C'est un hasard d'ailleurs que cette somme se soit trouvée relativement minime. Elle aurait dû normalement dépasser ce chiffre? Pensez, 3500 nouveaux francs. Il est courant que ce coffre contienne des dépôts de beaucoup plus importants. Oui, mais voilà qui peut être significatif. Vous avez noté, Clément? Bien sûr, monsieur le commissaire. Un meurtrier informé avait donc tout lieu de croire qu'il trouverait là une forte somme. Certes. Mais, monsieur le commissaire, vous dites un meurtrier? Eh bien, maître. Seriez-vous déjà parvenu à la conclusion que ce pauvre Augustin... Je ne pensais pas que vous en doutiez après l'avoir vu. C'est épouvantable. En tout cas, le fait ne deviendra constant qu'après le rapport. Oui, du médecin légiste, naturellement. Épouvantable. Mais qui a pu commettre une telle abomination? Nous finirons bien par l'établir. Je suis atterré. Ça, je le conçois. Je suppose que maître Marqueval vous secondait en tant que premier clerc depuis de longues années. Mais Augustin a toujours été là, commissaire. Ah? Cette étude était la sienne. D'ailleurs, elle lui appartint en fait jusqu'en 1925. Comment cela? Tout naturellement. Il la tenait de son père, décédé en 12. Elle prospérait normalement après la guerre. Malheureusement, environ la date que je vous citais, 2 gros propriétaires de la région s'expatrièrent, subitement. En quelques jours, ils retirèrent leurs fonds. Oui, je vois. Augustin ne put faire face aux difficultés nées de cette saignée soudaine. Oui. Je suis alors intervenu, et j'ai acquis l'étude. Et l'ancien notaire a accepté d'y rester en tant que clerc? Ce fut l'une des conditions de la vente. Ah. Je n'eus d'ailleurs qu'à m'en féliciter. C'est pourquoi cette disparition est une véritable catastrophe. Oui, et professionnellement aussi. À tout point de vue. Ne parlons pas du compagnon, de l'ami. Mais Augustin présidait aux destinées de l'étude. Il en connaissait l'administration dans ses moindres détails. La vie des clients, l'histoire de leurs dossiers. C'est une perte irréparable. Né en quelle année, Clément? 84, monsieur le commissaire. Ah oui, mais à 76 ans, il gardait une lucidité qu'un jeune homme lui aurait enviée. Sa vie privée, maître? Tout entière consacrée à sa profession. Oui, pas de petite ombre de rancune. Que dites-vous là? Ni d'inimitié particulière. Pensez-vous? Le personnel de l'étude. Oh, personnel est un bien grand mot. Et nous avons noté, outre votre malheureuse amie, Madame Oxel. Oui, Marguerite, la secrétaire. Oui, et le jeune Nicolas Oxel, son fils, 22 ans. Voilà. Voyons, maître, les fonctions de ce jeune homme. Simplement, il secondait Augustin. Oui. Augustin le formait. Oui. Et pas d'autres collaborateurs? Non. Comme vous voyez, le travail s'accomplissait ici dans une atmosphère, une ambiance presque familiale. Augustin était aux petits soins pour Marguerite. Marguerite? Oxel, bien sûr. Ah, oui. Oui, il nourrissait depuis toujours pour elle un tendre sentiment. Ah, bon. Oh, je ne crois pas que les choses aient jamais dépassé un stade tout platonique. Oui. Et Marguerite, de son côté? Elle s'en montrait attendrie.
Elle l'aidait dans son foyer de vieux célibataire, et puis elle lui était reconnaissante de ce qu'il faisait pour son fils Nicolas. Oui, en somme, il protégeait plutôt ce garçon. Il se conduisait envers lui comme un père. Naturellement, le jeune homme n'avait pu faire ses études de droit, alors il le lui enseignait, absolument à la façon d'un professeur particulier. Eh ben, nous serons heureux de faire la connaissance de ce jeune homme, n'est-ce pas, Clément? Oui, monsieur le commissaire, bien sûr. C'est facile, il habite avec sa mère, monsieur le commissaire. Mais au fait, comment se fait-il qu'il ne soit pas là? Mais il y était, monsieur le commissaire, mais comme sa mère attend déjà, il est allé faire les courses. Bon. Elle est là, madame Oxel? Oh, depuis un moment, oui. Eh ben, nous allons donc la voir, si vous voulez bien, maître Roudic. Tout de suite. Une seconde, toutefois, si vous permettez. Avant d'en terminer avec le personnel, maître, la femme de ménage qui a découvert le corps à 22 heures. Ah, c'est Morissette. Ah oui, voilà. Je cherchais son nom. Comment se fait-il qu'elle soit entrée à cette heure tardive, Morissette? Eh bien, pour son ménage, précisément. Elle s'acquittait tous les soirs de ce travail. Oui, et elle avait la clé. Cela va de soi. Mais quand Augustin se trouvait là, il lui suffisait de pousser la porte. Oui. En principe, lorsqu'Augustin veillait ainsi à l'étude, n'importe qui pouvait faire comme elle. En principe, avant l'heure d'arrivée de Morissette et sur mes recommandations, Augustin s'enfermait. Oui, en principe. Mais voyons, commissaire, il ne laissait ouvert que lorsqu'il attendait quelqu'un. Et qui plus est, quelqu'un qu'il connaissait. Et voilà, nous y arrivons. Et à ce sujet, un rendez-vous à cette heure-là vous paraît-il très normal, maître? Pour Augustin? Pour maître Marqueval, oui. Vous savez, presque chaque jour, Augustin recevait de ses clients personnels. Après 19 heures? Bien sûr. Et puis, en confidence, je crois qu'il avait ainsi l'impression de se retrouver comme autrefois, seul maître en son étude. Oui, je vois. À votre avis, que venait faire monsieur Edmond Portier chez maître Marqueval? Monsieur Edmond Portier vous le dira lui-même. Oui, ça certainement, j'y compte. Cependant, sans trahir aucun secret professionnel, je puis vous dire qu'il devait tout simplement s'agir d'une quelconque modalité à propos de son acte de mariage. Ah! Mais oui. Edmond avait comparu par-devant moi au mois de juillet de cette année en compagnie de sa fiancée, pour signer leur contrat de mariage. Sa fiancée? Angélique Poidoux, oui, fille du docteur Poidoux. Médecin du pays? L'un d'entre eux, ils sont deux. Oui, parfait. Bon, nous allons donc passer un moment avec madame Oxel. Dois-je me retirer, monsieur le commissaire? Mais non, pas du tout, mais c'est moi qui vais passer à côté, tout simplement. Madame Oxel? Monsieur le commissaire. Une question. Tout d'abord, madame, en quels termes votre fils Nicolas se trouvait-il avec la victime? Je veux dire avec maître Marqueval. Mais pourquoi cette question? Qu'est-ce qu'on lui veut à mon fils? Vous voudriez me faire dire des choses qui se retourneraient contre lui? Racontez pas sur moi, je ne dirai rien. C'est indigne ce que vous faites là. Enfin, madame, que signifient ces protestations? Oh, c'est que j'aime tellement mon Niki, moi, monsieur le commissaire. J'ai que lui. Mais c'est Pristi qui vous dit le contraire. Si vous croyez que je vois pas où conduisent vos questions. Rien du tout, vous voyez mal. Je suis pas fâché de vous dire que si je voulais être méchant, vous lui porteriez un tort considérable à votre fils en ce moment. Moi? Oui, vous en doutez pas, naturellement. Je porterais tort à Niki, mon Dieu. Mais parfaitement, madame. Je ne vous ai jamais rien demandé d'autre que de me préciser la nature des rapports entre Niki et Augustin. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Ah non, d'un chien. Pourquoi a-t-on assassiné maître Marqueval? Comment voulez-vous que je le sache? Et moi? Oh, voulez-vous que je le sache, si je parviens pas à rassembler un certain nombre d'éléments susceptibles de me fournir la lumière nécessaire. Et pour ça, je dois... Mais c'est indubitable. Vous posez des questions, à vous et à votre fils. Des questions sans rapport avec le meurtre. Après, c'est tout. Alors, comment ça se passait-il entre Nicolas et Augustin? Oh, ben vous savez, Niki, il adorait Augustin, monsieur le commissaire. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, et Augustin, je crois, le lui rendait bien. Bien sûr. Oui. Et je vous assure, quand ils se disputaient comme ça, c'était surtout par affection. Vous pouvez en être certain. Par affection seulement. Monsieur Nicolas Oxel et maître Marqueval s'étaient donc récemment disputés? Je vous ai dit... Vous m'avez dit que lorsqu'ils se disputaient comme ça, etc. Alors? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, je vous le répète, c'était parce qu'ils s'aimaient bien. Elle date de quand, cette dispute? Maître Roudic vous en a pas parlé? Non. Oh, moi-même, vous savez, j'avais eu une discussion avec Augustin très sévère, et à propos de la même chose. Quelle chose? Le mariage d'Angélique Poidoux. Vraiment?
Il faut vous dire, monsieur le commissaire, que Nicolas et Angélique, ils avaient un petit sentiment. Vous comprenez, ils étaient amis d'enfance. Je croyais qu'Angélique, précisément, épousait déjà un ami d'enfance. Mais oui, ils étaient 3 amis d'enfance. Mon portier, Angélique et mon Niki. Et en l'occurrence, que vient faire là-dedans maître Marqueval? Il faut se rendre compte. Ah oui, on aimerait. Nicolas, comprenez-vous, il était comme fou depuis qu'il savait qu'Angélique allait épouser Edmond. Alors, il avait une telle confiance dans Augustin, il l'admirait depuis l'enfance. Il le croyait doué d'un pouvoir, autant dire magique. Rien ne lui était impossible aux yeux du petit. Celui-ci s'est mis à le harceler à plusieurs reprises. Il l'a supplié, conjuré de faire quelque chose pour que ce mariage n'ait pas lieu. Ah oui. Et que répondait Augustin? Que vouliez-vous qu'il réponde? Et Nicolas croyait-il que le clerc disposait d'un moyen de pression? De pression? Bah oui, pour tenter éventuellement d'intervenir dans le sens désiré par votre fils. Je sais pas, monsieur. Mon fils avait une confiance illimitée dans Augustin. Dites-moi, madame Oxel, étiez-vous au courant du contenu du coffre? Évidemment, oui. Et de quelle somme s'agit-il, d'après vous? Il y avait là les loyers du lotissement, 3500 nouveaux francs. Nicolas le savait-il? Bien sûr, il est allé lui-même les toucher, comme d'habitude. Mais enfin, monsieur le commissaire, vous n'allez tout de même pas soupçonner maintenant. Je vous en prie, madame, je ne soupçonne rien. Ni quoi que ce soit, ni personne. Là. Une question encore. Votre fils vit avec vous? Oui, monsieur le commissaire. Selon vous, ses désirs, ses besoins, seraient-ils de nature à l'entraîner à des dépenses? Oh là, ici, à Menou... Oui, bon, laissons cela. Avez-vous une idée de l'heure, ou des raisons du rendez-vous d'Edmond Portier avec maître Marqueval hier soir? Peut-être s'agissait-il du cadeau de mariage. Hector Larmentière fait don à son neveu Edmond de la propriété de la Marronnière, là où a lieu en ce moment la noce. Bon. Eh bien, je vous reverrai probablement, madame Oxel. Avec plaisir, monsieur le commissaire. Dites-moi, pour se rendre à la Marronnière... Ah, vous allez voir Edmond? Oui, pour se rendre à la Marronnière, c'est pas très loin d'ici. Messieurs, vous désirez? Monsieur Hector Larmentière. Non, je suis le docteur Poidou. Peut-on savoir? Commissaire Fils. Et voici mon adjoint. Messieurs? Docteur, nous aurions aimé échanger quelques mots avec monsieur Larmentière. Précisément, Hector m'a prié de l'excuser auprès de vous. Ah oui. Au fait, c'est plutôt à Edmond Portier que nous désirons parler. À mon gendre? Il l'est effectivement, je crois, depuis 12h35. Oui, en un moment pareil... Justement, monsieur, nous désirons le rencontrer sans délai. Monsieur Portier doit pouvoir nous donner quelques renseignements utiles sur la mort de maître Marqueval. Maître... Augustin? Oui, maître Augustin Marqueval. C'est bien là son prénom, en effet. Vous le saviez pas? Enfin, je l'ai encore rencontré il y a à peine quelques heures. Il serait mort, dites-vous? Mais il me parlait... Mais il n'était pas malade, docteur. Mais alors... Oui, c'est une victime, découverte hier soir dans l'étude roudique où il était clerc de notaire. Assassiné? Oui. Maintenant, ce ne sont plus des présomptions. Oh, terrible. Et en quoi Edmond... Docteur, devons-nous aller le chercher? Non, j'y vais, bien sûr, j'y vais. Oui, une seconde, s'il vous plaît. Oui. Très rapidement, docteur. Vous connaissez tout ce monde-là? Lui prêtait-on des ennemis? À Augustin? Oui. Oh, c'est vous, c'était un homme d'une bienveillance, d'une bonté extraordinaire. Bon, je vous remercie. Vous m'envoyez monsieur Edmond Portier. Tout de suite, commissaire, tout de suite. Vous ne sembliez pas très étonné de notre présence ici, monsieur Larmentière. Et pourquoi vous le cacherez? Je suis le seul à en connaître les raisons. Oui, je conçois fort bien que vous les ayez tues. Et pour rien au monde, je n'aurais troublé le mariage de mon fils Edmond. Ouais, c'est-à-dire de votre neveu. Oui, que j'ai adopté. Et maintenant, si vous permettez... En fait, que savez-vous exactement, monsieur? Seulement ce que m'a appris le jeune Oxel.
Le jeune clerc Nicolas. Exactement, ami d'enfance d'Edmond et d'Angélique. Oui, je sais. Il devait à ce titre, je crois, être des vôtres aujourd'hui avec sa mère. Voilà. Oui, il m'a prévenu par téléphone que l'on avait découvert Augustin Marqueval, mort, hélas, dans l'étude, et qu'évidemment, dans ces conditions... Naturellement. Et vous n'en savez pas plus? Mais non. Un rôdeur, je suppose. Mais vous savez cependant qu'il y a eu vol. Comment? Bah oui, vous dites un rôdeur. Non, je dis ça, moi, je sais pas, Ah bon, comme ça. Bah, bien sûr. On l'aurait donc tué pour le voler? Ah, je sais pas, moi, monsieur, j'ignore complètement. Moi, voyez-vous, je fais table rase. Le cerveau vide, le néant. Ainsi, j'accueille tout. Saisissez. Et à l'arrivée, je déballe. Je déballe les stries. Et quelquefois, ce que je cherche s'y trouve aussi. Voilà, c'est tout. Oui, je comprends. Pourquoi me demandiez-vous si j'étais au courant du vol? Comment? C'est vous qui me demandiez si je savais à propos de ce vol. Pardon, vous avez émis l'hypothèse d'un rôdeur. Oh, j'ai émis. Oui, peu importe d'ailleurs. Seulement, on se demande ce qu'aurait bien pu vouloir d'autre que voler un rôdeur qui n'aurait pas connu Marqueval, hein? Ma foi, c'est juste, oui. Notez qu'il est exact qu'une somme d'environ 3000 nouveaux francs est disparue. Comment, 3000 francs? Ça vous étonne? Enfin, oui, quoi, ça m'étonne. Pourquoi donc? Mais, parce que, de toute évidence, il y avait à l'étude fréquemment des sommes bien supérieures. Ah oui, mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Vous êtes client de l'étude, monsieur Larmentière? Un petit peu, oui, commissaire. Et me voilà. Qu'y a-t-il donc, papy? Il paraît qu'on me demande? Oui, mon garçon, on souhaiterait te parler. Pourquoi? Est-ce important, au point de retarder notre départ? Non, t'inquiète pas, petit, t'inquiète pas. Tiens, voici le commissaire Fiche et son adjoint. Ah bon? C'est la police qui veut me parler, enfin pas plus. Ce n'est pas pour une raison négligeable, monsieur. Oui, petit, tout simplement, tu as vu hier monsieur, Augustin... Monsieur, s'il vous plaît. Que vient faire... Mais voilà, Edmond, ton rendez-vous d'hier... Monsieur, plus un mot, je vous prie. Oh. Et retirez-vous immédiatement. J'aurais bien voulu tout de même... Non, monsieur, non. Les renseignements désirés, je veux les tenir de monsieur Edmond Portier, seul. Je vous en prie. Bien. Ce ne sera rien, hein? Ce ne sera rien. J'espère bien. Monsieur Edmond Portier, avant de satisfaire votre curiosité, il me faudra vous poser quelques questions. Acceptez-vous d'y répondre? Difficile de faire autrement. Vous aurez d'ailleurs déjà compris qu'elle concerne l'étude Roudic. Compris, sans plus. Oui, un soupçon précis tout de même. Pas le moindre. Je vous assure que c'est bien du temps perdu. Fort bien. Tâchons d'en gagner. Tout d'abord, votre parenté exacte avec monsieur Larmentière. Je suis son neveu. Le fils de sa sœur? Exactement. C'est lui qui vous a élevé? Oui, sa femme et lui. Depuis la mort de mes parents, j'avais 1 an. Bien, je serai donc bref. Ma principale question, la voici. Quelle raison précise a motivé hier votre rendez-vous avec maître Augustin Marqueval? Une raison toute simple, la donation. Cette donation entre vifs que vous deviez échanger avec madame Edmond Portier, votre jeune épouse. Voilà. Elle concernait la marronnière? Entre autres. Alors? Maître Marqueval désirait savoir si ma décision était formelle. Tiens, et pourquoi ça? Je n'ai pas très bien saisi, il paraît que cela se fait. Notez qu'il me connaissait, ainsi qu'Angélique. Mon oncle était client de l'étude. Enfin, moi, vous savez... Oui, enfin, je sais surtout que vous achevez vos études de droit. C'est bien cela? Oui. N'êtes-vous pas sur le point de vous inscrire au barreau? Mais je suis inscrit. Ah, alors, maître... c'est tout comme. Il s'agit là d'un point juridique. Alors? Alors, je n'ai pas trouvé étonnant qu'Augustin me convoquât à ce sujet, voilà. En quels termes vous a-t-il fixé? Pour le rendez-vous? Oui. Il vous a écrit? Non, un simple coup de téléphone. Appel bref, je pense. Tout juste pour fixer la date et l'heure. À quelle heure votre arrivée à l'étude hier soir? 19h30. Vous étiez à l'heure? Oui. Enfin, à l'heure prévue. Eh bien, oui. Vous avez quitté l'étude? Oh, très peu de temps après. Une demi-heure? Même pas quelques minutes. Autre chose, excusez-moi, mais ça, c'est indispensable. Quelle fut la nature de votre conversation avec maître Marqueval? Monsieur le commissaire, il s'agissait de questions intimes concernant ma vie privée. Oui, je m'en doute, mais pardonnez-moi, il faut essayer de m'en parler. Eh bien, Augustin prend... Pardon, vous l'appeliez Augustin, malgré son âge? Ici, tout le monde l'appelle ainsi. Très bien, continuez. Augustin prend nos intérêts très à cœur. Il craignait que je n'ai été influencé, voilà. Par votre belle famille? Oui,
Oui, je vois. C'est absurde, bien sûr. Naturellement. Voyons. Pourriez-vous me dire si le coffre-fort... Enfin, monsieur le commissaire, le jour de mon mariage. Oui, je vous comprends. Je viens au fait dans un instant. J'aimerais. Vous apprécierez tout à l'heure. Je tiens à ce que votre réponse ne soit pas troublée. Le coffre-fort, donc, était-il ouvert au moment de votre arrivée? Le coffre-fort. Vous me parlez d'un coffre-fort? Oui. Écoutez ça, monsieur le commissaire, je n'ai prêté aucune attention à ce détail. Essayez de vous rappeler. Vraiment, je vous assure, je ne savais même pas... Ben oui, c'est cela, je ne saurais même pas vous dire en ce moment s'il y a là un coffre, de quelque nature que ce soit. Vraiment? Absolument pas. Bon, enfin, un détail encore, qui a son importance. Vous souvenez-vous, monsieur, si, lors de votre arrivée à l'étude, la porte était ouverte? Je vous l'ai dit, je ne saurais même pas dire s'il se trouve là un coffre. Non, la porte de l'étude. Ah. Oui, était-elle fermée à clé? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ou si vous a suffi de tourner le bouton de la porte pour franchir le seuil? Oh, ma foi, peut-être. C'est assez vague dans mon esprit. Vous vous rappelleriez tout de même si vous aviez dû frapper. C'est possible. Enfin, je ne sais pas, monsieur. Rassemblez vos esprits. Mais monsieur le commissaire, 36 pensées les occupent en ce moment. Je vous assure, à l'heure actuelle, je suis à des lieues de là, moi. Bon, alors revenez, monsieur, revenez. Vos réponses sont pas trop évasives. Laissez-moi vous le souligner. Et de nature, croyez-le bien, à faire considérer votre attitude sous un angle peu favorable. Comment peu favorable? Ah, mais oui. Enfin, que voulez-vous dire à la fin, monsieur le commissaire? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui un tel interrogatoire? Très juste, monsieur, très juste. La réponse tient en peu de mots. Maître Marqueval a été assassiné dans l'étude hier soir. Quoi? Parfaitement. La femme de ménage a découvert son corps vers 22 heures. Non, ce n'est pas vrai. Il s'agit hélas d'un fait constaté. C'est épouvantable. Les conclusions sont telles que le meurtre paraît se situer environ l'heure de votre rendez-vous avec la victime. Comment? Ben oui, c'est ainsi. Vous apprécierez donc maintenant l'importance de votre témoignage. Mon témoignage, mais je ne sais rien, moi. On n'a pas pu le tuer, c'est pas possible. Pourquoi aurait-on fait cela? C'est effrayant. Quant à cela, le vol paraît jusqu'ici demeurer le mobile du crime. Le vol? Le vol. Ce n'est pas possible, le vol. Allons donc, on ne l'a pas tué pour le voler. Mais non! Qu'entendez-vous par là? Comment ce que j'entends? Ah oui! Vous prétendez, enfin, vous affirmissez vous-même dans cette conviction que le vol est impossible en tant que mobile. Pourquoi? Je sais pas, moi je dis ça parce que cela me paraît tellement monstrueux. Enfin, Pourquoi? Pardon? Ah oui, pourquoi? Mais est-ce que par hasard... après tout, c'est possible. Vous soupçonneriez un mobile à ce meurtre, un mobile différent du Mais vol. non, comment? Je vous assure, je ne peux avoir aucune idée à ce sujet. Je suis seulement à ce point bouleversé. Oui. En tout cas, je regrette, mais nous devons obtenir de vous plus de précision. Votre absence en ce moment, vous le comprendrez, n'est pas très souhaitable. Je vous demanderai donc de différer votre voyage. Comme vous voudrez. Monsieur le commissaire. Oui. Monsieur le commissaire, si vous voulez bien, je... Bon, je vous reverrai plus tard, monsieur Portier. Bien. Pas très fort, Clément, hein? Pas très fort, je tenais quelque chose. Mais c'était urgent, monsieur le commissaire. La petite mariée est en grande discussion avec le jeune Nicolas Auxel. Non. Oui, il a surgi tout à coup comme un fou. Il a gravi 4 à 4 les degrés du perron sur l'autre façade, et puis peu après, il ressortait en tirant par la main la jeune dame. Mais pour aller où? Pas loin, dans une ancienne remise. Ils s'y tiennent en ce moment, et j'ai l'impression que ça va discuter ferme. Hein. On peut les entendre sans être vus? Je pense bien, oui. Bon, je vois. Montrez-moi le chemin, c'est par ici. Angélique, je te le jure, je te ferai la vie heureuse. Niki. Oh, Niki, tu ne dois pas, je t'assure. Non, laisse-moi parler. Écoute, on n'a pas le temps. Tout à l'heure, quand on est venu me chercher de ta part, mon cœur a sauté. J'ai bondi, j'ai raflé tout ce que j'ai trouvé. J'ai de l'argent, tu sais, Angélique. Regarde, j'ai de l'argent. Oh. Tout va pouvoir recommencer, se réaliser. Une vie toute neuve, Angélique. Comme notre rêve, l'autre printemps. Niki. Oh, Niki, reviens à toi. Est-ce que tu penses seulement à ce que tu dis? Je suis mariée, Nick. Mariée du matin. Du matin. Mais pas encore du soir. Non, tout peut encore changer. Surtout après ce que je sais. Après ce que tu sais? Oui. D'hier au soir. C'est pour ça. Pour ce que l'on sait. C'est pour ça que je t'ai fait venir, toi, Niki.
Angélique. Toi, justement. Le Niki de notre enfance. Celui qui ne laissera pas, qui ne peut pas laisser faire. Laisser faire quoi? Mais es-tu folle? Mais pour Edmond. Pour Edmond? Bien sûr. Je comprends. Écoute, Niki, écoute-moi. Nous partions, c'était notre voyage. Nous devions être loin, lui et moi. Et voilà que tout s'écroule tout d'un coup. Parce qu'on le soupçonne, tu comprends? Mais toi, Niki, tu le sais. Et je sais quoi, d'après toi? Mais tu le sais. Tu le sais bien que ça ne peut pas être lui, puisqu'il n'était pas là-bas hier soir. Qu'est-ce que tu me chantes? Il avait rendez-vous avec Augustin. C'est faux. Et tu n'as pas le moindre doute là-dessus. Maman me l'a dit, elle n'a pas rêvé? Et toi? Moi? Oui, toi. Tu rêvais hier soir? Quand ça? À la même heure, quand tu nous guettais. Je vous guettais, moi? Mais oui. Alors ça, c'est le comble. Parfaitement. Pendant qu'on s'embrassait là, Edmond et moi, dans l'angle du perron, dis, rêvais-tu à ce moment-là? Ça, il faut croire. Je t'ai vu, accroupi de l'autre côté du buisson. On est bien bonne. Je t'ai vu, derrière ton gros arbre qui te convulsait de jalousie. Oui. Eh bien, ma petite, ça tombe très mal. Figure-toi, parce que moi, à cette heure-là, mais moi, justement, j'étais ailleurs. Oh, ce n'est pas vrai. Tu mens. Tiens donc. Tu mens. Oh, sale petit jaloux affreux, tu mens. Oh, tu mens, ton sale venin de mensonge. Tu sais, je serais bien capable de te faire entrer ça dans la gorge. Pas devant nous. Pas devant nous, monsieur Nicolas Oxel. Pas devant nous, en tout cas. Qui sont ces gens? Commissaire Fiche. Madame, nous conversions avec votre mari il y a un instant. Ah, bravo. J'y tu travailles pour la police maintenant. Nicolas. Oh, Nicolas, tu ne peux pas croire. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Minute. Qu'est-ce que c'est que ça? En voilà des manières. Tu vois, Nicolas, ce que tu arrives à faire. Madame, s'il vous plaît, puis-je savoir qui vous a mis au courant? C'est mon père. Le docteur Poidou? Oui. Évidemment. Êtes-vous certaine de ce que vous avanciez tout à l'heure? Que M. Edmond Portier se trouvait avec vous hier soir et qu'il ne vous a pas quitté? Je ne peux rien vous dire. Comment vous ne pouvez rien me dire? Non. Mais, enfin, vous rendez-vous compte, madame? madame? Je ne peux rien vous dire. Oh, laissez-moi. Non, laissez-la partir, Clément. Il est cependant certain, madame, que je devrais vous revoir. Vous le comprendrez, j'en suis sûr. Et je m'excuse infiniment d'avoir dû troubler ce jour de fête, malgré moi. Raccompagnez-la, Clément. Bien, monsieur le commissaire. Quant à vous, monsieur Nicolas Oxel, j'aimerais vous dire un mot maintenant. Ah, maintenant. Voyons. Vous affirmiez tout à l'heure à votre amie Angélique qu'au moment auquel elle faisait allusion, vous étiez ailleurs, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors qu'elle prétendait vous avoir aperçu qu'il les guettait derrière le gros arbre. Oui, mais c'était impossible, elle ne peut pas m'avoir vu. Parce que vous n'avez pas le don d'ubiquité. Mesdames. C'est bien cela, hein? Alors, dans ce cas, me confierez-vous où se situe cet ailleurs dont vous parlez? Je comprends pas. Vous étiez ailleurs, dites-vous. Où étiez-vous? J'étais chez moi. À quelle heure? Mais celle du rendez-vous. Quel rendez-vous? Je n'en connais qu'un. Celui d'Edmond, à l'étude. Alors, bon. Je vous signale qu'elle, Angélique, n'a ni parlé de rendez-vous, ni précisé l'heure. Il ne pouvait s'agir que de ce moment-là. Mais de toute façon, comment expliquez-vous ce désir subit d'entretien d'Angélique avec vous ce soir, au point de vous envoyer chercher? Et surtout, ce reproche véhément qu'elle vous fait d'abandonner Edmond, de le laisser tacitement impliqué dans cette affaire. Il n'y a pas de mystère. Elle a l'habitude de s'adresser à moi pour tout ce qui peut se produire chaque fois qu'elle se trouve embarrassée. Ah oui, même maintenant? Même. Depuis l'enfance, moi, je lui ai arrangé ses plaisirs ou ses bêtises sans différence. C'est moi qui montais pour elle dénicher dans les arbres, qui lui apprenait les jeux, qui lui indiquait les sentiers de forêt. Je savais où rafler les champignons ou bien les fraises. Mais c'est moi qui suis son mari et pas un autre. Depuis qu'on avait 2 ans, on devait se marier. Oui, je vois. Dites-moi, pendant que je vous tiens là, monsieur Oxel, vous étiez disputé récemment avec maître Marqueval. Moi, je m'étais... Mais non. Pourquoi? Ah si, pardon. À plusieurs reprises.
Et plus particulièrement il y a quelques jours. À quel sujet? Mais on ne se disputait pas. C'est moi qui le tarabustais, si c'est ce que vous voulez dire. Oui, à quel sujet, encore une fois? J'aurais voulu qu'il intervienne pour ce mariage. De quelle manière? Et le pouvait-il? Bien sûr qu'il le pouvait. Il pouvait parler à Monsieur Hector. C'est un gros client de l'étude. C'était facile. Mais encore une fois, c'est moi qu'elle aime. Je crains que vous ne vous trompiez. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Allons, calmez-vous. Et racontez-moi un peu cette dispute. Je vous dis que ce n'était pas une dispute. Tout au plus un peu de vivacité. Il m'énervait, Augustin, vous comprenez? Le nez toujours plongé dans son gros registre depuis quelque temps. J'ai cru qu'il me narguait. Il ne me répondait pas. J'ai envoyé balader le gros registre, c'est tout. Mais d'abord, qui vous l'a dit qu'on s'était disputé? Madame, votre mère. Maman? Mais oui. Elle aussi, alors. Mais je suis donc trahi par tout le monde. Oh, n'allez donc pas chercher Bédé à 14h. Je peux plus. Tenez, prenez ça. Il ne servira plus à rien maintenant, je le sais. Le voilà, l'argent. Qu'est-ce que cela? L'argent qui était dans le coffre. Nicolas! Maman. Oh, Nicolas, mon petit, où étais-tu? J'ai eu si peur. Oh, monsieur le commissaire. Madame, il ne peut rester avec vous. Nous avons encore besoin de lui. Mais pourquoi donc, Nicolas, qu'as-tu fait? Ce n'est pas moi, maman. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Oh! Mais qui dit cette horreur? Maître Roudic n'est pas là? Il a dû se rendre au greffe. Bon, eh bien, nous passerons de lui pour l'instant. Allez, Nicolas Oxel, indiquez-nous l'endroit dont vous nous avez parlé. Où Maître Marqueval avait-il l'habitude de ranger ce fameux registre? Au fait, vous devez être au courant, Madame Oxel. Mais je ne sais de quoi vous parlez. Eh si, de cette petite pièce où se trouvent classées les archives. Ah oui, je pense bien, c'est en dessous. Nicolas, montre donc à ces messieurs. Mais oui, naturellement, il va nous le montrer. Nous vous suivons, Nicolas Oxel. Venez par ici. Surtout faites attention, l'escalier est traître. Voilà. Ici, ce sont les registres, année par année. Les années 50, les années 40, les années 30, etc. Oui, mais ça va jusqu'à quelle date? Jusqu'en 1900. 60 et 61, on les garde en haut. Et le casier du bas, les années précédentes 1900. Oui, c'est cela, oui. Bon. Alors, où, d'après vous, Maître Marqueval plaçait-il l'enregistre en question? Oh, dame, je sais pas, j'en suis pas très sûr. Oui, mais enfin, approximativement. Attendez, il me semble... Oui, là, sous l'escalier. Chut, bougez pas. Votre lampe, Clément. Voilà, monsieur le commissaire. Oh, il y en a une poussière. Oui. Peut-être vous souvenez-vous au moins du siècle. Du siècle? Ben oui, s'agissait-il d'une année 1900 ou d'une année 1800? Je crois me rappeler plutôt un 18. Ah. Mais regardez, monsieur le commissaire, ici. Ouais. Ils sont tous couverts de poussière, sauf celui-là. Mais, attendez. Ah. Oh, regardez, monsieur le commissaire. Oui. Ah, mais la page est déchirée. Année 1864. Vous le reconnaissez, ce registre, Oxel? Vous avez parlé d'un 1864. Allons, voyons, secouez-vous un peu. C'est difficile, ils se ressemblent tous. Oui, mais enfin, 1864. C'était un registre semblable. Ah bah, vous deviez bien souvent le voir placé sur terre, tout de même. Il en plaçait partout. Bon. Va falloir m'envoyer ça au service, Clément, pour les empreintes. Ouais, ils ne manqueront pas de boulot, hein. Attention au papier repère, hein. Faites voir. Mais c'est une feuille de papier. Mais oui, c'est une feuille de papier machine. Un double, ma parole. Tiens. Une copie d'acte. Intéressant. Attendez. Oui. Ah oui. Assez pour aujourd'hui, en tout cas, Clément. Et suffisant pour que nous revoyions tout le monde demain. Et le garçon, qu'est-ce que j'en fais? Le garçon, cette question, Clément, la gendarmerie est chauffée, je pense. Hein. Bien, monsieur. Bon.
tout le monde est là? Il ne manque personne, monsieur le commissaire. Vous les avez répartis? Oui, comme convenu dans chacune des Parfait, pièces. parfait. Le Toubib Également présent avec sa fille. a-t-il réussi à la convaincre? Oh, absolument pas, il reste muette. Bon, inutile de perdre mon temps au début, hein? Oh, je ne crois pas. Alors commençons par Edmond. Monsieur Edmond Portier, vous aviez décidément raison hier. Mais à quel propos? Le vol, disiez-vous, serait monstrueux. Je présume en tant que mobile du meurtre. N'est-il pas vrai? Oui, bien sûr. Voilà. Je suis dans la mesure de vous rassurer sur ce point. Nous nous étions trompés. L'on n'a pas assassiné Maître Marqueval dans l'intention de le voler. Ah? Vous ne me demandez pas pourquoi? Je suppose que vous allez me le dire. En effet. Pour le moment, nous avons tout lieu de croire que le voleur et l'assassin sont deux personnes différentes. Oui, évidemment, c'est ce que je... C'est ce que? Ce que vous pensiez, vouliez-vous dire peut-être. Mais et pourquoi pensiez-vous cela? Mais je ne sais, simple idée, venue d'elle-même. Ne serait-ce pas plutôt qu'il vous paraissait plus terrible d'être soupçonné d'un meurtre pour vol, plutôt que pour tout autre mobile, disons, psychologique, non? Si vous fournissez vous-même les réponses à vos questions... Les vôtres sont peu satisfaisantes. Peu importe. De deux choses l'une, ou vous êtes l'assassin, mais votre mobile est autre, ou vous connaissez l'assassin, et à vos yeux, ce mobile n'est pas non plus pensable. Je sors pas de là. Écoutez, jouons pas au plus fin. J'en viens toujours au même point. Vous aviez rendez-vous avec Augustin. C'est vous qui l'avez vu vivant le dernier. Est-ce exact ou non? Mais pourquoi vous taisez-vous? Que voulez-vous que je vous dise? Oh, je vous répondrai bien quelque chose. N'importe quoi, mais un argument. Un fait valable, quel qu'il soit. Une réaction plus nette, enfin, que cette attitude... cette attitude passive, que je ne m'explique pas. Enfin, vous risquez tout, nom d'un chien. Tout s'écroule pour vous si l'on vous inculpe. Et si, d'inculper, vous passez accusé. Même si vous sauviez votre tête, vous auriez perdu votre vie. Alors Mais bougez donc, défendez-vous. Comment me défendre? Je ne sais même pas sur quoi vous vous fondez pour m'accuser. Où prenez-vous que je vous accuse? Que faites-vous depuis hier? Je vous cherche des arguments. Vous ne comprenez donc pas? Un semblant de thèse opposée, mais je parle dans le vide. Et je ne rencontre en vous qu'inertie. C'est que je me sens très faible, sans point d'appui. Bon, alors, cherchons-le à la base. 19h30, vendredi. Vous y êtes? Allez-y. Vous arrivez à l'étude. Maître Marqueval vous attend. Il vous accueille. Au fait, comment vous accueille-t-il? Comme d'habitude. Bon. Aussitôt, on sort le dossier. Augustin l'ouvre. Il repousse le registre en permanence sur la table et qu'il encombre. Mais au fait, ce registre, vous rappelez-vous l'avoir vu? Quel registre? Un gros registre noir, du type récapitulaire. Vous ne connaissez que cela, voyons. Je ne vois pas. Ah, ça vous m'étonnez. Cette notion de registre n'évoque rien pour vous? Absolument rien. Bon, passons. Où étiez-vous? Quand? À l'heure du crime. Mais j'étais là, j'avais rendez-vous. Saluons cette certitude. Mais non, c'est idiot. Pardon. Si je vous suis bien, l'heure du crime se confond pour vous avec l'heure de votre rendez-vous. Mais c'est vous qui me l'imposez, cette confusion. Bon, un instant. L'heure du rendez-vous. 19h30. Et vous prétendez ignorer l'heure du crime? Mais comment voulez-vous? Très bien. Étiez-vous exact? Oui, à votre rendez-vous. Bah oui. Répétez-moi ça. Oui. Répétez-le en toutes lettres. J'étais exact au rendez-vous. Là. Et l'heure du crime et celle du rendez-vous sont identiques. Mais le répéterez-vous encore? Mais elles ne le sont pas identiques. Elles ne peuvent pas l'être. Mon Portier, triple idiot, imbécile. Vous démolissez votre bonheur, votre vie. Une dernière fois, êtes-vous bien sûr d'y être allé à ce rendez-vous? En êtes-vous sûr? Oui, j'y suis allé. Oui, et ben moi, pas. J'y suis allé. Oh! Nicolas Roxel. Non, madame, non. Seul. Bon. Nicolas Roxel, j'espère que vous éviterez d'aggraver votre cas et que vous tournerez votre langue autant de fois qu'il le faudra avant de répondre. Êtes-vous décidé? Oui, monsieur le commissaire. Fort bien. Voici mes deux seules questions. La première. À quelle heure Edmond Portier avait-il rendez-vous à l'étude avec le malheureux Claire?
À 19h30. Deuxième question. À cette heure-là, où, selon vous, se trouvait-il? À la Marronnière. Moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenu fou, non? Pas le moins du monde. Alors quoi? J'étais à la Marronnière, moi? Et tu m'as vu, toi? Oui, Edmond, je t'ai vu. Mais où? Où ça? Répondez, Oxel, alors. D'où et où l'avez-vous vu? J'étais derrière le gros chêne. Vous embrassiez avec Angélique. Dans l'angle du perron, derrière la remise. Mais je vais t'assommer! Allons! Mais il ment! Il ment, monsieur le commissaire! Vous savez très bien que ce garçon ne peut pas me supporter. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est un affreux mensonge. Un mensonge étrange, dans ce cas, Edmond Portier. Oui, oui, très étrange, en vérité. Parce que, monsieur le commissaire? Parce que, monsieur le commissaire se donne licence de vous le dire maintenant. C'est lui. C'est lui? C'est Nicolas Oxel qui est l'auteur du vol des 3500 nouveaux francs. Nicolas? Eh oui, Nicolas. Et l'on ne verrait pas très bien pourquoi Nicolas, en ce cas, se chargerait ainsi lui-même. Se chargerait en affirmant que vous n'êtes pas passé avant lui à l'étude, ni pourquoi il vous fournirait gratuitement un si solide alibi, qu'il placerait dès lors lui-même dans la situation peu confortable de suspect numéro 1. Comprenez-vous maintenant, Edmond Portier, que vos affirmations deviennent clairement inutiles? Clément! Oui, monsieur le commissaire. Clément, emmenez-les tous les deux. Et veillez surtout à les bien séparer. Bien sûr, monsieur le commissaire. Ah, tout de même. Une seconde, maître Portier. Oui, j'ai besoin d'un léger rappel de droit. Vous souvenez-vous de ce qu'est au juste un bail amphithéotique? Un bail... Amphithéotique. Amphithéotique, oui. Oui, mais je suis tellement surpris. Rapidement, 2 mots. Sous les Romains, il s'agissait d'un bail perpétuel. Mais actuellement, l'on désigne encore ainsi un bail de longue durée. Évidemment, les baux perpétuels sont interdits. Mais la loi de 1790 en fixait les limites entre 18 et 99 ans. Un bail, selon ces règles, confère, je crois, au preneur des droits beaucoup plus importants qu'un bail ordinaire. De lois amphithéotiques lui permettent en effet d'user de droits quasi semblables à ceux d'un propriétaire. Telle est sa particularité. Pardon, ne s'y ajoute-t-il pas que tout aménagement, tout apport, dans le sens d'une plus-value, sur une propriété, objet d'un bail de ce genre, appartient, à l'issue du bail, au preneur? On peut toujours invoquer l'article 1730. Le locataire peut prétendre à tout remettre en l'état primitif. Si cela ne lui coûte pas plus cher. Certes. Mais que signifie encore tout ceci aujourd'hui? Parce que vous n'avez jamais, de près ou de loin, eu à débattre de ces questions, pour votre compte personnel. Mais non, jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, rien, monsieur, rien. Clément. Et monsieur le commissaire? Monsieur Hector Larmentière. Voilà. Monsieur Hector Larmentière, je ne tiens pas encore l'assassin, mais enfin, nous avons déjà obtenu un certain résultat. Ah, bravo, commissaire. Lequel? Eh bien, nous avons reçu les aveux du voleur. Ah. Oui, un jeune homme que l'on croyait jusqu'ici incapable d'un tel geste. Qu'est-ce que vous dites? Le fait est tout simple, monsieur. Ce garçon est survenu peu d'instants après le meurtre sur les lieux. Il est entré, pour une raison que nous discernons mal. Le coffre-fort était ouvert. Il a pris l'argent. Eh oui. Oui, c'est bien ce que je craignais. Pardon? Non, rien. Monsieur le commissaire. Je vous écoute. Si je donne ces 350 000 francs... Tiens, sans autre explication? Non, je vous en supplie, prenez-les. Mais vous sentiriez-vous solidaire de notre voleur, monsieur Larmentière? Ou par hasard, vous déclarez-vous son complice? Vous comprenez fort bien, commissaire. Ce n'est en effet pas très sorcier. Que voulez-vous? Je croyais avoir suffisamment donné à Edmond pour ce voyage. Évidemment. Vous êtes donc fermement convaincu que votre neveu Edmond ne s'est pas rendu à son rendez-vous? Pas du tout. Mais où prenez-vous cela? Votre geste prouve que vous interprétez mes paroles et que vous le croyez l'auteur du vol. Or, comme je vous ai dit, ce dernier s'était trouvé sur les lieux du crime après qu'il ait été commis. Il a pu arriver en retard. Enfin... Oui, très juste, très juste. Mais notre certitude est différente. Edmond Portier est innocent. Il n'a pas dérobé cet argent? Voilà. Il n'a pas dérobé l'argent. Oh non, d'un cher commissaire, vous m'avez fait peur.
À ce point? Ah, ça, vous pouvez me croire, là. Mais qui, alors? Qui? Nicolas Oxel. Ah oui. Tout compte fait, ça ne m'étonne guère. Eh bien, moi, si. Ah oui, un peu. Il s'agit d'un geste non contrôlé. Réflexe, en quelque sorte. Oh, réflexe, c'est mauvais. Je ne suis pas là pour juger. Il a déjà restitué. Le tribunal appréciera. En ce qui me concerne, monsieur le commissaire, c'est tout apprécié. Ça me suffit. Dans ce cas, permettez-moi à mon tour d'apprécier vos réflexes à vous, Hector Larmentière. Mes réflexes? Oui. Ils donnent parfois matière à réflexion. Et laquelle? Écoutez-moi attentivement. On a assassiné Maître Marqueval. On l'a volé. De vifs soupçons se portent sur votre neveu, car on le savait sur les lieux environ l'heure du crime. L'on vient vous affirmer soudain, moi en l'occurrence, il est innocent. Et votre principal réflexe est de penser avant tout que l'on parle du vol, et non du meurtre. Comment trouvez-vous cela? Parce que jamais une seconde, la pensée ne m'a effleuré qu'Edmond pouvait être le meurtrier. Pourtant, il ne se défend pas contre l'accusation de s'être trouvé sur place à l'heure du crime. Il prétend ne pas avoir manqué le rendez-vous avec Auguste Marqueval. Mais ce cher garçon... Ce cher garçon, comme vous avez raison. Comment? Non, continuez. Oui, je dis, ce garçon, ne pourrait-il s'être rendu à ce rendez-vous? Je ne sais pas, moi. Échapper cependant à toute accusation de meurtre. J'espère qu'il y parviendra. Vraiment? Ou qu'en tout cas, nous y parviendrons pour lui. Grâce à ce modeste papier. Qu'est-ce que cela? Un modeste papier qui servait de repère à la victime dans l'un de ses registres. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce soin méticuleux, cet ordre précis de maître Marqueval, allié à sa connaissance exclusive des dossiers de l'étude, l'ont conduit tout droit à la mort. Par quel enchaînement de faits? Quelques questions nous l'indiqueront, si vous répondez. Posez toujours. Cela se passe l'année dernière. Un petit flirt entre Nicolas et Angélique Poidoux. Vous étiez au courant? Oui, naturellement. Broutille d'enfant. Suffisante cependant pour que Nicolas en vînt adorer follement Angélique. Vous l'avez dit, follement. C'est son affaire. C'est aussi la vôtre. En quoi, s'il vous plaît? Elle a épousé Edmond, votre neveu. Justement, avec ce jeune bonnet, mon vieux Toubib aurait trouvé les choses moins agréables. Évidemment. Madame Oxel n'aurait pas été susceptible de doter son fils d'une propriété comme la Marronnière, n'est-ce pas? Ah, c'est probable. Et tout est venu de là. Comment tout? Attendez. Augustin, vous le savez, a servi de père à Nicolas. Nul ne l'ignorait. Ce garçon considérait le premier clerc comme infaillible, doué de tous les pouvoirs. Quand il a su son amour menacé de ruine, il a supplié Augustin d'intervenir, persuadé que celui-ci le sauverait. Je me demande bien comment. En empêchant le mariage. Ça ne tient pas debout. La fièvre de la jeune imagination. Vous êtes gros client de l'étude. Vous y tenez des fonds déposés. Il a espéré qu'Augustin ferait pression sur vous. C'était ridicule. Il s'est disputé à ce sujet avec le clerc. À de fréquentes reprises. Dis donc. Mais cela nous ouvre... sur le meurtre. En effet. Les horizons du petit Nicolas. Il se trouve que ceux d'Augustin Marqueval étaient les mêmes. Tacitement et par affection pour Nicolas, il était prêt à tout pour faire échouer le mariage. Oh, quelle illusion. Dangereuse, en effet. Il disposait pour cette lutte d'une âme redoutable. Ah bah? Oui, le modeste papier de tout à l'heure. Le repère? Dans le registre, oui. Ah. Est-ce donc là votre enchaînement des faits? Non. C'est moi qui pose la question. Vous aviez cessé, commissaire? Des préliminaires. Je recommence. L'année 1864 ne vous dit rien? 1864. Mais je suis né 40 ans plus tard. Voyons. Connaissez-vous ce registre? Absolument pas. Vous ne le connaissez pas? C'est celui où se trouvent consignés tous les actes de l'étude pour cette fameuse année 1864. Entre autres, sur l'une des pages, l'acte connu du seul Augustin, par lequel Séraphin Poidoux, ancêtre du docteur Poidoux, donnait à bail amphithéotique une certaine propriété dite la Marronnière à la famille Larmentière. Vous l'ignoriez aussi, peut-être? Comment? Donner à bail? Oh, voilà une histoire. Mais voilà une histoire.
Car vous ignoriez sans doute aussi ce qu'est un bail amphithéotique. Évidemment que je l'ignore. Et vous le saviez cependant fort bien. Et suffisamment pour agir en propriétaire et prendre une hypothèque sur la marronnière en 1925. Moi, une hypothèque? Parfaitement. Une hypothèque amortissable de 50 000 francs. Hypothèque secrète, négociée par l'intermédiaire de maître Marqueval. C'est du roman, voyons, du roman. Ah oui, un roman dont vous pensiez avoir fait disparaître les pages. Mais vous n'avez pas soupçonné qu'il en subsistait une. Et la voici. La copie de l'acte d'hypothèque. Invoquant l'amphithéose. Feuille de papier machine qui, roulée, pliée, méconnaissable, servait de repère à l'endroit où vous avez arraché la page révélatrice dans le registre d'Augustin. Edmond avait tout compris, avant nous, sans connaître les motifs. Edmond, qui ne se défendait même pas d'être allé au rendez-vous que, devant les menaces du clerc, vous aviez pris en son nom dans le dessein de vous y rendre, vous, et vous seul, bien décidé à régler la question. Edmond qui, par reconnaissance, n'a cherché dès le début qu'à vous sauver, vous, Hector Larmentière, qui n'avait pu supporter l'idée de devoir rendre l'année prochaine, ainsi que l'on vous en menaçait à l'échéance des 99 ans, cette propriété de la marronnière que vous aviez cru à jamais vôtre. Telle est la sordide raison pour laquelle, ce vendredi-là, vous vous êtes rendu à ce rendez-vous où le pauvre clerc Augustin Marqueval devait recevoir de votre main la mort. Qu'avez-vous à opposer, Larmentière, à mon enchaînement des faits? Commissaire, autoriserez-vous Edmond et Angélique à partir enfin ce soir? Mais rien ne les retient plus.